À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue au débat. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a récemment fait des déclarations qui ont suscité des réactions de la part de Richard Boni-Ourou. Ce dernier a critiqué les propos de Vlavonou, en particulier concernant la place de l'idéologie et de la réflexion intellectuelle dans la politique. Dans ces échanges, nous allons revenir sur ces déclarations. Par ailleurs, à la suite de l'ex-ministre Seydou Adambi, d'autres responsables ont été suspendus par le bureau du bloc républicain. Ces sanctions, souvent suivies de démissions, sont interprétées comme un symptôme de la crise de confiance qui secoue le système politique en général. Avant de terminer ces échanges, nous allons aborder l'intégration du Bénin au groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. Ce groupe comporte des équipes de poids comme le Sénégal. Alors que le Bénin se prépare pour cette compétition, plusieurs questions se posent sur les stratégies et préparatifs pour affronter ces grandes équipes. Nous allons en discuter sur ce plateau avec nos invités que vous connaissez déjà. À ma droite, Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Madame Maëlle Lawson, bonsoir aux téléspectateurs de télé. Et à ma gauche, Mohamed Ali Amidi, bonsoir à vous. Bonsoir Maëlle, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, je reste avec vous. Boni Ourou a critiqué Vlavonou, disant que ce dernier ne sait pas que l'idéologie, c'est la somme des idées et qu'aucun développement ne peut se faire sans idées. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Vous savez, il est évident que l'idéologie en politique, parce qu'ici, il s'agit bien de la politique. L'idéologie en politique a toute sa place. Cela est indéniable. Et l'idéologie en politique, ou du moins l'idéologie politique, est en fait un ensemble, je dirais, ensemble d'idées et de croyances partagées sur la façon dont la société doit être, je dirais, organisée, structurée et gouvernée. C'est ça l'idéologie politique. Et donc, de ce fait, partant de là, il est évident que l'idéologie a bel et bien sa place en politique. Pour autant, si cela s'entend ainsi, moi je voudrais que les propos du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, soient bien contextualisés. C'est-à-dire que les propos soient pris dans le contexte et dans l'esprit dans lequel le président de l'Assemblée a eu à faire son discours. Et donc, de cette façon, on comprendra cela comme, c'est-à-dire que l'esprit dans lequel le président de l'Assemblée a eu à faire son discours, en disant, je précise, parce que c'est ce qui est dit dans le discours, que l'Afrique, nous avons compris, je cite exactement ce qu'a dit le président, nous avons compris que l'Afrique n'a pas besoin d'idéologie, mais plutôt de développement. Voilà ce que le président a dit dans son discours. Et moi, en me projetant dans l'esprit de ce discours, je pense, et il faut le préciser, je pense, j'ai la faiblesse de croire que ce qu'a voulu dire le président de l'Assemblée, même si cela n'est pas peut-être tout de suite perceptible par le grand nombre et donc par Richard Boni-Ourou, ce qu'a voulu dire le président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, c'est que nous sommes en Afrique. Et donc, quand le président a parlé de que nous n'avons pas besoin d'idéologie, l'idéologie ici dont parle le président
il me semble, je crois bien qu'il parle des grosses théories d'idéologie, soit de droite ou de gauche, ou même peut-être de centre. Il fait allusion, à mon avis, à ces grosses théories-là. C'est de ça qu'il me semble bien que parle le président. Des théories politiques, et donc, plus particulièrement. De ces grosses théories, donc de droite, la théorie, ça dit que comment la gouvernance doit être faite selon ceux de droite, ceux qui sont de la droite, ou les partis qui sont de gauche, ou les partis qui sont du centre. Je crois que c'est à ça que fait allusion le président de l'Assemblée. Et il dit que plutôt que cela, il faut ici tenir compte des réalités de l'Afrique, de nos valeurs, de ce que nous sommes. Et peut-être que pour nous, c'est l'intersection de tout ça qui nous mènera de façon pragmatique à notre développement dont nous avons besoin et qui sera conforme à nos réalités, à nos valeurs, à nos atouts ici. Parce que le peuple africain, les Africains comme nous sommes, quand nous voyons nos réalités, de par nos valeurs, de par notre culture, qui est très importante. La place de notre culture est très, très importante dans le développement auquel nous aspirons. Et donc, quand nous tenons compte de ça, nous ne pouvons pas nous aligner sur ces grosses théories de gouvernance de gauche ou de droite ou même de centre. Je pense que c'est ce qu'a voulu expressément, du moins c'est ce qu'a voulu exprimer, c'est l'idée que le président Levlavonou, le président de l'Assemblée, a voulu véhiculer. Et il me semble que c'est sur cela qu'il faut se concentrer et c'est cela que l'opinion doit saisir, à mon avis. Et donc, voilà, si on comprend ça comme ça, la critique, ou du moins ce qu'a relevé Richard Boni-Oro, qui n'est pas moins vrai du point de vue idéologique, du point de vue de la place de l'idéologie en politique, semble trouver une mesure, mais qui n'enlève rien à l'idée, je dis bien l'idée qu'a voulu faire passer le président de l'Assemblée, Levlavonou. Julio Tometi Mohamed Liabidi a commencé par aller dans le sens de Richard Boni-Oro en estimant que l'idéologie a bel et bien sa place dans la politique, mais avec un peu de recul et en contextualisant les propos de Louis Vlavonu, qui estime que l'Afrique n'a pas besoin de théorie. Dans ces contextes, est-ce que les propos, les critiques de Richard Boni-Oro sont toujours avérés? D'accord, dites-moi, il faut d'abord voir les acteurs, d'accord, avant de voir le contexte que moi je vois plus général. Les acteurs, comme on appelle le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, c'est 25 ans au moins 25 ans de pratique politique. Ça doit faire son 4e mandature à l'Assemblée, 4e, 5e mandature à l'Assemblée nationale. C'est un homme politique avéré. Nous avons de l'autre côté un théoricien de la politique ou un idéologue de la politique que nous avons découvert récemment. Même si depuis quelques années, il est dans le couloir politique, bon, sur la base de ce que lui-même a révélé au cours de ces différentes sorties. Quand je dis ça, c'est pour qu'on voit en fait ce qui peut être le relent des uns et des autres par rapport aux positions qu'ils défendent. Je viens dans le contexte général. Nous, en Afrique, si vous prenez même les exemples de réussite, les États, les différents États, citez-moi 2 ou 3 États où des personnes qui ont mis en place une philosophie politique, une idéologie, sur la base de laquelle on leur a confié un mandat et qu'ils ont géré conformément à cette idéologie qu'ils ont développée et qui a reçu d'une certaine façon l'assentiment des populations et qui a déterminé en fait ces dernières à leur confier leur destinée. Les idéologies ne sont pas souvent partagées. Non, en vérité, c'est pourquoi je parlais quand j'ai pris les hommes pour dire en fait, nous sommes ici en fait dans la réelle politique d'une certaine façon. Ne nous embarrassons pas en fait de ce que Mohamed disait tout à l'heure d'une certaine façon, de ces manières de voir ou bien de ces manières de faire les choses
que l'on tente en fait d'universaliser d'une certaine façon. Moi, je ne m'étais jamais retrouvé en fait dans cette façon de voir les choses. C'est pourquoi on a voulu, quand on a parlé de gauche, de droite, de quoi on est républicain, on est ci, et on veut se faire voir à travers en fait ce que les autres ont mis en place et qui ont réussi, sans oublier que ces personnes, comment dire, dans ces communautés ou bien dans ces États européens comme américains, ils ont eu un parcours et que, à un moment donné, la gouvernance s'est stabilisée, où on sait qui est qui, on a fini en fait de régler un certain nombre de défis. Et ce qui est aujourd'hui dans ces États-là, c'est une question d'orientation. Lorsqu'on a fini de régler les questions de comment mobiliser nos ressources, par exemple, maintenant, quelle est l'orientation, quelle est l'affectation? Là, vous voyez les socialistes, vous voyez les républicains, vous voyez, comment dire, les écologistes pour dire il faut protéger l'environnement, il faut protéger la famille, il faut protéger les entreprises parce que ce sont eux qui sont pourvoyeurs d'emplois, ce sont eux qui fructifient l'économie, il faut protéger l'environnement, il faut protéger les animaux, il faut protéger les personnes. C'est parce que à un moment donné, ils ont régulé d'une certaine façon le fonctionnement de l'État que, en fait, l'essentiel en termes de mobilisation de ressources a été, et il ne reste que plus prioritairement, en fait, les questions d'affectation et d'orientation d'une certaine façon. Mais en Afrique, le défi n'est pas le même en Afrique. Nous avons même d'abord un défi d'identité, de sorte que nos populations ne savent véritablement pas. C'est pourquoi j'avais commencé par dire, dans quel pays africain vous avez déjà vu que sur la base d'une idéologie, en fait, les populations ont accordé en fait leur confiance à quelqu'un. En fait, il faut se baser simplement. Et c'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. Non, le chef d'État ne vient pas avec une idéologie. Non, ne vient pas avec une idéologie. Ce n'est pas une question d'idéologie. Le chef d'État vient avec un projet de société. C'est-à-dire quoi? Sur la base des préoccupations imminentes, sur la base, en fait, du contexte, les candidats viennent. Ils proposent des solutions qui permettent de résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Et c'est sur la base de ça. C'est-à-dire, sur les questions d'emploi, nous envisageons faire ci. Sur l'éducation, voilà ce que nous avons l'habitude, nous voulons faire. Sur l'agriculture, voilà ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas encore question d'idéologie. Sur la mobilisation de ressources, voilà comment, ainsi de suite. Sur la contribution citoyenne, voilà comment nous comptons amener les citoyens d'une certaine façon à avoir les valeurs républicaines d'une certaine façon. Nous, on est encore, je ne dirais pas dire que nous sommes encore des États primitifs d'une certaine façon, mais nous sommes encore trop loin, en fait, du compte, pour espérer aujourd'hui nous dire, bon, on veut avoir des partis de gauche. C'est pourquoi quand j'entends des gens dire non, c'est plus bon de dire, et c'est les gens comme Richard Bonioro, quand je parle en fait des théories, il dit non, on ne doit plus parler de mouvance, on ne doit plus parler d'opposition, on doit parler de gauche, on doit parler de droite. Non. En fait, tout copie ne peut être collé d'une certaine façon. Donc, il faut toujours voir le contexte. C'est un homme d'expérience qui parle. Et vous savez, ce qui est, comment dire, heureux avec le président Vlavonou dans certains contextes, vous voyez, qu'il ne fait pas preuve de diplomatie. C'est-à-dire, il sort ses pensées de manière crue, d'une certaine façon. Ce que l'individu pense, d'accord, qui ne met pas dans le sillage de ce que on veut peut-être faire de la rhétorique pour endoctriner. Le président Vlavonou a l'habitude de dire les choses telles qu'il les pense. Il peut avoir tort, en fait, sur un certain nombre de problèmes, sur un certain nombre d'aspects, mais il y a à reconnaître que ce dont il parle d'une question. Ce n'est pas la peine, en fait, de nous endormir avec de la philosophie politique d'une certaine façon. Il parle, en fait, d'une réalité concrète d'accession au pouvoir et de gouvernance, qui dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, sur la base de questions idéologiques, nous faire tout ça. Pardon, dites-nous un peu. Quand vous voyez un peu les acteurs politiques au Bénin, quand vous voyez les acteurs politiques, membres d'un parti politique, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont orientés les uns et les autres vers une certaine idéologie, préservation de l'environnement, de la même chose? Vous avez l'impression que c'est ça qui les réunit? Non. On apprend aujourd'hui à nous mettre ensemble, on apprend à rester ensemble, on apprend à rêver ensemble pour nous dire, dans le Bénin d'aujourd'hui et de demain, quelle est notre vision par rapport à ça, sur les problématiques ou les défis qui se posent à nous. Et plus tard, nous pouvons, lorsque nous aurions fini de régler en fait un certain nombre de préalables,
nous pouvons en fait nous asseoir pour dire maintenant quelle est la meilleure orientation stratégique pour le Bénin ou bien pour l'Afrique dans les 40 ans, les 80 ou bien les 8 prochaines décennies d'une certaine façon. Et donc, pour revenir à l'essentiel, pour dire, il faut voir en fait ces différentes déclarations sur le prime en fait de ceux qui les ont faites. Un théoricien qui s'est découvert en fait, comment dire, un certain nombre d'ambitions politiques et en fait quelqu'un qui est dans la réalité politique depuis un certain nombre d'années, président de l'Assemblée nationale, déjà deux mandatures, et qui a côtoyé presque tous les acteurs politiques béninois et certains de la sous-région, et sans doute il sait en fait de quoi il parle pour dire ce n'est pas la question d'idéologie qui gouverne nos actions, mais ce sont les défis et les problématiques qui se posent actuellement à nous pour aujourd'hui et pour demain. Merci à vous, Julio Tometti. Mohamed Liami dit, écoutez, Julio Tometti, en Afrique, nous sommes encore loin des théories idéologiques. Est-ce à dire que Richard Boni-Oru est en déphasage avec les réalités africaines? Ce qui est clair, il y a une déconnexion, à la limite totale, entre ce que dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Richard Boni-Oru et la réalité. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que ce dont il s'agit ici, ce n'est pas les grosses théories de gauche, de droite, de centre. Il s'agit de tenir compte de nos réalités, de nos valeurs, de ce à quoi nous aspirons. Et donc, en fonction de ça, de savoir où est-ce que nous allons, tout en n'oubliant pas qui nous sommes, parce que nous ne pourrons jamais faire le développement, nous ne pourrons jamais arriver à destination, c'est-à-dire que la destination de développement, en oubliant qui nous sommes. Cela étant, vous savez, savoir se mettre ensemble, c'est un début. Maintenant, quand on est ensemble, c'est pouvoir faire chemin ensemble et réussir, atteindre l'objectif qui est c'est ça même le boulot, c'est ça même le défi. Et donc, en ce sens, la réforme du système partisan intervenue en 2018 est le début même du chemin qui a permis aux gens, qui a permis je vais dire, à la classe politique béninoise de pouvoir se mettre ensemble. Nous sommes allés et vers les grands ensembles. Et l'élection législative de 2023 a confirmé cela. Le peuple même a adhéré aux grands ensembles en envoyant 3 grands partis à l'Assemblée nationale pour le représenter. Donc, nous avons commencé par adhérer à l'idée des grands ensembles, ce qui est donc un début. Quand cela va s'enraciner, quand cela va s'ancrer dans nos pensées, que c'est en se mettant ensemble qu'on peut se donner de grands défis et aller et relever ces défis-là. Quand on aurait réussi à faire ça, c'est-à-dire que quand la réforme aurait abouti à ce que, par exemple, on puisse élire prochainement, je veux dire en 2026, un président issu d'un parti politique. Et donc, à partir de ce moment, on va commencer par dérouler la question, c'est-à-dire qu'en venir à la question d'orientation idéologique. C'est-à-dire que ça deviendra de plus en plus une réalité. Parce que quand vous prenez le président Vlavonou, par exemple, il est du parti Union Progressiste, d'accord? Union Progressiste qui est devenu Union Progressiste, le renouveau. Et donc, la vision, la ligne donc de ce parti-là est le progressisme. On ne peut pas faire cela. Cela sous-tend forcément une idéologie. Vous voyez ce que je dis? Donc, cela étant, quand cette réalité deviendra totale et qu'on serait saisi de cette réalité, que ça deviendra le logiciel qui va, à la limite, qui va, c'est-à-dire qu'on aurait réussi à formater tous ceux qui sont adhérents, membres de ce parti, sous la base d'un tel logiciel, à partir de ce moment, ça deviendra une valeur commune. Et donc, naîtra et prendre, c'est-à-dire qu'on aura, en ce moment, l'idéologie là sera ancrée. Donc, c'est une question de marge. Nous sommes là dans une marge de progression. C'est pour ça que la réforme, je le répète encore une fois, la réforme politique, la réforme du système partisan est intervenue en 2018. Et d'ailleurs, il ne faut pas le négliger, portée par le président Louis Vlavonou. Je le dis là sous le contrôle du juge, c'est pas Julio qui dira le contraire. Porté bien sûr par le président Vlavonou à tout son sens ici. Donc, progressivement, nous irons. C'est-à-dire qu'on va quitter l'étape de se mettre ensemble, les grands regroupements, vers l'idéologie qui va nous gouverner. Et je le précise encore une fois, il ne s'agit pas, pour moi, je le dis de façon claire, je l'assume, des grosses théories de gauche avec, ou de droite. Les propos de Louis Vlavonou qui estime qu'on n'a pas besoin de théorie idéologique. Je vous ai précisé, j'ai commencé par vous préciser que l'idéologie dont on parle ici
le président Vlavonou, en disant qu'on n'en a pas besoin, il parle des grosses théories de gauche, de droite, de centre, etc. Quand ici on va te mettre dans ça, on va pas s'en sortir parce que nous avons des réalités. Nous avons des réalités et notre parcours en question de démocratie, de système partisan n'est pas aussi, comment je vais dire, ancré que ces pays-là développés. C'est ça en fait la réalité qu'il faut saisir et amener les gens à comprendre. C'est pour ça que je le répète, le début étant le fait de pouvoir se mettre ensemble, c'est déjà un bon début. Et on va y arriver progressivement. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut rester pour comprendre le message qu'a voulu faire passer le président Louis Vlavonou. Alors, Julio Tometti, Louis Vlavonou a répondu aux critiques en défendant une gestion pragmatique. Pensez-vous que le pragmatisme peut être une réponse efficace? Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure, que c'est du pragmatisme. On ne vient pas sur la scène politique pour déblatérer en fait des philosophies politiques lues dans les ouvrages d'une certaine façon. En fait, c'est l'impression que ça me donne souvent quand je lis. Et bien entendu, quand j'ai lu en fait, comment dire, comment je peux appeler ça, l'article de M. Richard Bonnet-Auro sur la question, moi particulièrement, je m'étais perdu d'une certaine façon. Et là, je ne me suis pas retrouvé. C'est comme si j'étais dans une certaine sphère, je ne me retrouvais pas au Bénin, en fait, dans le contexte béninois. Et donc, vous parlez bien de dire, en fait, il s'agit d'une question de pragmatisme d'une certaine façon. Parce que, qu'ils vous souviennent, en fait, les questions d'idéologie, ça se pose toujours. La gauche, la droite, les libéraux, les socialistes, les progressistes, les conservateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en fait dans un processus, nous sommes dans de la construction d'une certaine façon. Vous savez, cette année 2024, 2025, début de 2026, c'est presque dans 3/4 des pays africains, c'est les années d'élection. Le Ghana y est passé, le Togo y passera bientôt, nous y passerons. Je ne parlerai pas des pays du Sahel ou de l'AES, on ne sait pas ce qu'en adviendra. La Côte d'Ivoire y passera, le Cameroun y passera. Mais est-ce que vous écoutez les débats? Nous sommes encore dans un contexte où les débats sont focalisés en fait sur les personnes. D'une certaine façon. C'est le Bénin qui tente aujourd'hui, d'une certaine façon, de se démarquer à travers les grands regroupements, d'une certaine façon, que l'on s'associe autour, en fait, des partis politiques et non autour des personnes. Et donc, cette réalité politique-là, ça compte. Vous ne pouvez pas, dans cette sphère-là, et débarquer avec des ouvrages, ce n'est pas possible. Tenez compte, en fait, de l'existence et, en fait, de la réceptivité, en fait, que les populations peuvent avoir par rapport à ce que vous développez. Sinon, vous allez commencer par développer votre idéologie politique, mais vous apparaîtrez comme une stratège de cette façon, parce que, en fait, non pas que vous ne soyez pas audible, mais vous ne serez pas perceptible par ceux qui sont véritablement les destinataires de votre message. Et, comme Mohamed le disait tantôt, c'est ça que nous avons commencé par faire. Il faut apprendre d'abord aux gens à rester ensemble. C'est en restant ensemble qu'on commence par partager des valeurs, qu'on commence par réfléchir ensemble, en fait, sur les préoccupations. Et c'est la somme de ces réflexions qui vous-même vous oriente vers l'un des pans de ce qui a été déjà tracé. Mais si vous vous levez tout de suite, excusez-moi, si un parti se lève tout de suite pour dire que moi je suis libéral, il va se détruire, il va se contredire tout de suite. Parce que autant les contrastes qui peuvent naître des lignes directrices, en fait, de cette idéologie et de la réalité auquel vous êtes confrontés par rapport à la nature des questions qui vous sont exposées, vous allez très vite vous emballer d'une certaine façon. Donc, je continue de croire, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, en fait, il faut se rendre compte, non pas pour dire que l'Afrique est encore en arrière autour, mais l'Afrique s'adapte à son temps, l'Afrique s'adapte à son rythme et à ses réalités. Et ces réalités commandent aujourd'hui que nous nous focalisions en fait sur les préoccupations, sur les besoins, sur les problèmes. Et c'est ça en fait la question, je reprécise en m'alignant sur les mots du président Vlavonou, la question prioritaire des États africains aujourd'hui, des peuples africains, en fait c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. C'est le mieux-être
d'accord, c'est le mieux-être, c'est l'essor économique. C'est que l'on se retrouve, en fait, économiquement, socialement, mais après, nous allons nous offrir le luxe, en fait, donc, de commencer, en fait, par trouver, en fait, notre orientation dans le concert des nations pour éventuellement que nos, comment dire, ce que nous aurions poursuivi ou ceux qui aurions été à la tête de nos États en ce moment, quelle aurait été peut-être la ligne directrice, vers où ça les amène, nous serons là pour découvrir. Mais déjà, il faut se dire, rester dans la réalité et, comment dire, trêve de polémique sur des théories politiques qui, visiblement, ne nous apportent rien. Merci à vous. Mohamed Yamidi, rapidement. Selon Julio Tometi, il faut tenir compte de la réceptivité des populations face au débat d'idées. Alors la question, elle est là. Est-ce qu'en Afrique, nous sommes prêts à une révolution idéologique? Bien sûr. C'est une question, je l'ai développé tout le temps ici, c'est une question de timing. On est en train, on a déjà fait le premier pas, savoir se mettre ensemble, c'est un début. Maintenant, ensemble, nous allons partager des idées, des valeurs et tout. Ça va demeurer donc au fil du temps notre façon, nos idées, donc nos croyances sur la façon dont notre société doit être organisée, structurée et donc gouvernée. Donc ça viendra avec le temps. Le plus important, non seulement c'est de commencer, mais aussi c'est de maintenir le cap. C'est de faire en sorte que ce qui a commencé là, à partir de la réforme du système partisan, puisse continuer et aboutir. C'est ça le défi. Quand on aurait réussi à faire ça, tout le débat de l'idéologie, ça viendra se greffer sur ça. Parce que quand on n'est pas ensemble, quand on ne partage pas des valeurs, on ne peut pas définir ensemble, c'est-à-dire on ne peut pas définir ensemble où est-ce que, à quoi nous voulons arrimer en réalité notre développement. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ça plutôt ce qu'il faut préciser. Et je profiterai pour dire que, contrairement à ce qu'a dit Richard Boniwo en se posant la question de savoir est-ce que lui demande quelle idéologie ou bien quelle ligne anime ceux qui gouvernent nos institutions. Il y a bien une ligne qui anime ceux-là. On vient de parler du cas du président Bravonou, qui est président de l'Assemblée nationale. Donc, à partir du développement qu'on vient de faire là, on comprend qu'il y a effectivement une ligne qui a je dirais une idéologie qui les anime. Et quant à la gouvernance globale de notre pays, aujourd'hui, il est indéniable qu'il y a une ligne bien structurée dans tout ce que fait le président de la République, le président Patrice Talon. Parce qu'aujourd'hui, nous affirmons, parce que nous assumons ce que nous sommes, parce que nous comptons sur nos moyens, parce que nous savons que nous pouvons faire autant que les autres, c'est-à-dire malgré nos maigres moyens, malgré que nous n'avons pas de ressources minières, nous savons qu'en nous organisant mieux, avec tout le sérieux que nous mettons, à commencer par tout le sérieux que met le président de la République dans tout ce que fait le gouvernement, nous savons qu'avec cela, nous arriverons à bon port, que d'ici 10-15 ans, nous serons un pays aussi qui compte dans le Conseil des Nations et donc avec qui le monde peut compter pour aller de l'avant. Vous parliez tantôt du système partisan, nous en parlons également sur ce plateau, le système partisan face aux démissions et suspensions, jusqu'où avec la crise de confiance. Julio Tometi, le système partisan béninois est actuellement marqué par une série de démissions et de suspensions. Quelle lecture faites-vous de cette crise-là? Non, Madame Aël, il n'y a pas eu de crise. Jusqu'à ce qu'on parle de crise de confiance, non. Vous savez, dans tout groupe humain, dans toute organisation humaine, il y arrive des moments. Qu'est-ce qui pourrait justifier alors ces démissions? Il y arrive des moments ces suspensions. Voilà, justement, les suspensions, les démissions, ça existe dans tous les partis politiques de par le monde. Et la dernière fois, Jean-Marie Le Pen est décédé. Vous avez entendu toute la polémique. Il a été fondateur du parti, de son parti. Suspendu lui-même, fini par être radié du parti, le fondateur, par qui encore? Par sa fille qui en a pris les rênes et dont il a fait la promotion. C'est pour dire quoi? Parce qu'à un moment donné, celui-là a commencé par agir au travers en fait, des lignes directrices du parti. Parce que en fait, ces prises de position tendaient à une sorte de radicalisation, ce qui n'était plus acceptable en fait dans l'orientation du parti parce que
le faisant ainsi, le parti risquerait de perdre, en fait, même dans ses propres fiefs d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse, en fait, de celui qui avait été, entre-temps, le capitaine, en fait, du navire. Et donc, par rapport à ça, c'est pour dire quoi? Il n'y a pas, ou il ne devrait pas être avoir au sein des partis politiques des intouchables. Tant est que la personne ne reste pas, en fait, sur le canal tracé par le parti. Lorsque vous avez une ligne et que les gens s'écartent de cette ligne-là, c'est de la responsabilité des dirigeants de ces partis politiques-là de pouvoir s'en séparer. Ça constitue une leçon pour l'intéressé, mais ça renvoie en même temps un message à la masse et plus prioritairement, en fait, aux militants. Et donc, pour moi, ce n'est pas une crise. Et si on en a entendu, ceux qui s'offusquent, en fait, d'un certain nombre de décisions prises par le parti et démissionnent, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été en adéquation avec l'orientation du parti. Donc, à partir de ce moment-là, c'est même heureux, en fait, que ceux-là quittent tout. Parce que c'est mieux que lorsqu'il y a dissension, les gens partent, que de rester et de nourrir au sein du parti, en fait, un certain nombre d'animosités qui peut nuire, en fait, au parti. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de crise. Il s'agit même, en fait, de, comment dire, des éléments qui soudent véritablement les partis. Parce que nous le disions tantôt, nous sommes dans un système partisan en construction d'une certaine façon. Et donc, toutes les épreuves dont l'aboutissement contribuerait, en fait, à forger les racines du parti, pour moi, je ne les vois pas, en fait, comme crise, mais c'est véritablement un atout que les responsables des partis doivent utiliser pour chaque fois réaménager, en fait, leurs troupes et davantage mobiliser, en fait, leurs militants autour des objectifs et des valeurs du parti. Donc, moins il s'agit d'une crise, mais plus il s'agit, en fait, d'éléments contributifs pour souder le parti dans le présent et dans l'avenir. Alors Mohamed Liamidi, il ne s'agit pas d'une crise de confiance, mais récemment encore le bureau du bloc républicain a suspendu 2 de ses membres. À quoi fait-on face concrètement qui ne dit peut-être pas son nom? Vous savez, c'est une réalité qui est interne au parti. Un parti, c'est quoi? Quand on a fini de se mettre ensemble, c'est une ligne de conduite, c'est une vision. Et donc, il y a ce qu'on appelle la ligne du parti. Toutes les actions que vous êtes appelé à mener en tant que membre du parti, que vous soyez simple adhérent, que vous soyez membre simple ou que vous soyez en poste de responsabilité au niveau du parti, vos actions doivent s'inscrire dans ce qu'on appelle la ligne du parti. Et donc, vous ne devez pas, dans ce que vous êtes appelé à faire, que ce soit individuellement ou collectivement, vous éloigner de la ligne du parti. Quand vous vous éloignez de la ligne du parti, ça veut dire que vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec ce que prône le parti. Ce qui, en réalité, n'est pas, à la limite, n'est pas proscrit, n'est pas un péché. Il peut arriver que vous ne vous retrouvez plus dans ce que prône le parti. Ça peut arriver, mais en ce moment, c'est que vous devez prendre vos responsabilités. Et D'ailleurs, tous les partis ont prévu dans les statuts les modalités de démission, de suspension, de radiation. Et donc, c'est une réalité partisane, en fait, les départs. C'est ça la chose. Donc, à partir de ce moment, ce que je voudrais vous faire comprendre, parce que la question que vous avez posée, c'est de demander ce qu'il y a. Ce n'est pas la sanction qui est le problème. La sanction est prévue. C'est parce que c'est prévu par les tests que cela a été dit. Mais c'est de savoir qu'est-ce que l'individu ou le membre du parti a eu à faire qui a amené cette sanction. Et de voir si, est-ce que c'est... Les raisons restent souvent non officielles. Si les raisons restent non officielles, le bureau ne peut pas se réunir, statuer. Et si le bureau se réunit, ça ne peut être que sur la base des tests qui fondent le parti. C'est clair. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, il est en mesure de retoquer par les voies qui sont les voies légales, connues de tous. Donc, si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire qu'on peut supposer d'emblée que, comment appelle-t-on, que le bureau a donc raison de prendre cette sanction. Et donc, pour moi, les choses sont claires ainsi. Quitter un parti n'est pas un problème.
Je vous l'ai dit tantôt, quand vous ne vous retrouvez plus dans la ligne du parti, vous pouvez quitter le parti. Ce qui peut permettre de mesurer la santé, je vais dire, du système politique ou bien du système partisan, c'est de voir un peu comment les choses se déroulent au niveau de l'Assemblée nationale où les partis sont présents et donc qui représentent le peuple qui leur a confié donc des mandats. C'est de voir là-bas, lorsque les gens sont élus sous la bannière d'un parti qui se retrouve là-bas, est-ce qu'ils quittent, est-ce qu'ils ne quittent pas? À tout le moins, si on se base sur ce qui se passe avec la réforme du système partisan, parce que la mandature, la législature qui est actuelle, qui est là, en train de la législature finissante, c'est des députés de la réforme. Donc tous ceux qui sont là sont issus de la réforme. Et nous voyons bien que depuis bientôt 3 ans, il y a une stabilité. Les députés de l'Union progressiste de Nouveau sont là en place. Le nombre est là. Les députés du Bloc républicain sont là. Les députés de l'opposition aussi, du parti de l'opposition, LD, sont là en place. Et il n'y a pas de problème. C'est sur la base de ça que vous pouvez mesurer la santé du système. Et donc, tant que la configuration est là, est maintenue telle que cela est connu à l'entrée, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais donc, qu'un simple adhérent ou qu'un simple membre d'un parti démissionne du parti, cela ne pose aucun problème. C'est prévu même par les tests du parti. Et donc, à partir du moment où c'est prévu, si cela arrive, on ne fera que appliquer les tests du parti. Et donc, si quelqu'un mène des actions qui ne sont pas conformes à la ligne du parti, ce qui doit être fait se fera et on ne pourra que constater. Cela étant, tant que le système qui est là et qu'on a commencé par, comment je vais dire, le système qui est mis en place là avec la réforme, tant que le système continuera pas produire des majorités, parce que c'est de ça qu'on a besoin en réalité pour gouverner, tant que le système ne conduira pas produire des majorités, pour moi, il n'y a aucun problème qui se pose. Et je ne vois pas quelqu'un qui pourra dire qu'il y a un problème qui se pose à partir du moment où le système continue toujours pas à produire des majorités. Parce que ce n'est que sur la base des majorités que les textes de loi peuvent être votés et que donc la gouvernance peut se dérouler de façon sereine. Parce qu'il n'y a pas un régime qui n'aura pas besoin de majorité. À partir de ce moment où les choses se feront, tant que les choses se feront de cette manière, pour moi, le problème ne se pose tout simplement pas. Jules Tometti, Mohamed Liamidi le disait tout à l'heure, tant que le système continue à produire la majorité, il n'y a aucun problème. Et vous le disiez tantôt que le système partisan est en pleine construction. Quand on dit produire des majorités, c'est quoi? Aux prochaines élections législatives, les démocrates peuvent se retrouver majoritaires. Donc c'est une majorité, et qui n'est pas forcément présidentielle d'une certaine façon. Ce qui a lieu de simplement relever, c'est quoi? Je vais me baser sur des aspects purement politiques, d'autres pratiques. Vous savez, il y a quelques jours, un militant de parti politique, et je vais même l'allier aux questions même peut-être d'idéologie dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous allez me dire, vous serez d'accord avec moi, que nous ne fonctionnons pas sur la base d'idéologie. Qu'un élu d'un parti politique démissionne de son parti politique. Il est élu chef d'arrondissement. Donc, ça veut dire que c'est le parti, selon notre code électoral, c'est le parti qu'il a désigné, d'accord, parce qu'il est conseiller communal. Il démissionne, il va dans un autre parti politique. Le parti constate sa démission, le parti lui retire sa confiance. Donc, il est enlevé de son poste de CA et une autre personne est désignée. Est-ce que ce n'est pas une situation normale? Tout à fait. Tout à fait. Mais la conséquence, c'est quoi? On a vu, en fait, des élus locaux, parce que leur CA a été remplacé, ils sont fâchés et ils démissionnent du parti. Et ce qui est pire encore, on a vu un haut responsable d'un parti politique qui se dit démocrate, qui s'est offusqué, en fait, de ce qu'un parti politique ait remplacé son membre démissionnaire que lui-même a désigné comme chef d'arrondissement parce que ce dernier a démissionné du parti. N'est-ce pas normal? Mais un haut responsable d'un parti qui se dit démocrate s'en est offusqué publiquement. Jusqu'à en a fait, une vidéo qui a abondamment circulé. Et vous voulez dire que les gens fonctionnent sur la base d'idéologie? Les gens fonctionnent sur la base de positionnement politique. Où est-ce que je peux me retrouver? Où est-ce que mon intérêt se retrouve?
à un moment donné. Donc, si vous ne vous tenez pas compte de cette réalité, en fait, vous êtes à côté de la plaque complètement. Mais pour revenir dans le sujet, ce sont en fait les coûts portés en fait à la réforme du système partisan. Et bien entendu, heureusement, en fait, que le système tel que conçu a prévu en fait des éléments de rémédiation. Lorsque vous êtes élu d'un parti politique et vous démissionnez de ce parti politique, vous perdez en fait non pas votre mandat principal en tant qu'élu du peuple, mais vous perdez la confiance que le parti vous a fait en vous désignant pour occuper un poste de responsabilité. En fait, c'est le mécanisme qui est conçu comme ça. Sinon, nous avons tous déploré ici dans ce pays cette question de transhumance sauvage, irresponsable d'une certaine façon, d'accord, qui déconstruit tout. Mais aujourd'hui, vous devez constater, si les tests n'étaient pas forgés tels qu'ils l'ont été, ce n'est pas les 1-2 démissions que vous auriez noté. C'est-à-dire, des partis vont se déconstruire, d'autres se reconstruire dans les mois, les années, d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, ça nous a permis quand même, en fait, de maintenir, en fait, une certaine stabilité. On peut compter les partis aujourd'hui et on peut compter sur la durée, en fait, de vie de ces partis politiques. Parce que tant les conditions de création de partis sont corsées, tant les règles qui permettent de limiter la transhumance politique, notamment pour ceux qui ont des postes de responsabilité ou qui ont eu la confiance de leur parti politique, tant le troisième élément, les mécanismes de dévolution du pouvoir à travers en fait, les seuils d'éligibilité fixés pour les partis politiques. On sait aujourd'hui au Bénin qui est qui, quel parti est qui et qui fait quoi. Et ceux qui sont à la traîne travailleront, soit pour s'allier aux autres, ou bien travailleront à acquérir peut-être en fait, cette majorité dont parlait tout à l'heure et Mohamed l'a mis d'une certaine façon. Et donc, moi j'ai bon espoir que nous parviendrons à cette stabilité. Mais il n'y a pas de stabilité immédiate. Dans tous les États au monde, dans tous les partis politiques, il y a toujours des démissions, il y a toujours des départs, que ce soit par démission, par suspension, hein, ou par révocation, quel que soit le mécanisme, il y a des départs, il y a des arrivées. C'est les communautés humaines d'une manière générale qui fonctionnent ici. Donc ce n'est pas un problème. Ce sont, on peut dire, les coûts portés à la réforme aux partis politiques, mais ces coûts, moi, je considère que ça permet davantage même de forger les partis politiques. Est-ce que vous ne serez pas heureux demain lorsque, par exemple, je donne un nom au hasard, hein, un président de parti politique, un responsable de parti politique qui commet un expert et qui a des mécanismes au sein du parti politique pour le sanctionner? Vous avez vu ça par le passé au Bénin, quand on parle de parti politique? C'est des partis politiques dont les premiers responsables sont les rois à tout faire. Hein? Les bailleurs, les présidents d'honneur. Et les gens disent, quand on dit président d'honneur, ce n'est pas honneur, c'est le président qui donne. Le président d'honneur qui donne. De cette façon, c'était notre réalité. Aujourd'hui, nous avançons. Et donc, reconnaissons, même si on n'est pas complètement d'accord, reconnaissons en fait les vertus aujourd'hui de notre réforme du système partisan et travaillons davantage à la consolider, si tant est que nous sommes attachés à cette République. Alors, Mohamed Liamidi, toujours dans le cadre des démissions récemment de certains membres de l'opposition, particulièrement de l'SCBE, ont démissionné pour intégrer le bloc républicain. Quel objectif pourrait sous-tendre ces transferts-là? Ce qui est évident pour vous et moi, c'est que quand ils ont démissionné, ils n'ont pas dit que c'est parce qu'ils ne partagent plus l'idéologie, ou du moins la ligne de FCBE, et que désormais ils se retrouvent mieux dans la ligne du bloc républicain. Il n'y a pas de conviction personnelle. Hein? Convenance personnelle. Ils n'ont pas dit que c'est parce que c'est le mot consacré, convenance personnelle. Ils se retrouvent mieux désormais dans la ligne du bloc républicain qu'ils ont démissionné. Et donc, cela n'est que dommage. Mais bon, vous savez, avec le temps, les choses finiront par mieux se structurer et on aura de meilleurs résultats. Parce que déjà, ce qui est là, c'est déjà bien. Constater déjà que ce n'est pas tous les membres du parti qui ont démissionné carrément pour aller se retrouver dans l'autre parti. Vous auriez bien pu avoir ça si on était encore dans le système d'avant la réforme du système partisan. Et ce que je voudrais dire, c'est que quoi?
que les gens démissionnent, pour moi, ça n'a rien de spectaculaire. Parce que quand vous lisez les tests qui fondent les partis, évidemment que ce n'est pas, les tests varient peut-être d'un parti à un autre, mais il y a un socle qui est forcément que vous allez retrouver, quel que soit le parti. Il n'y a pas d'adhésion collective à un parti. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retrouver à 10, à 15 pour dire que vous avez démissionné du parti X et que vous adhérez au parti Y. Ça n'existe pas. L'adhésion, elle est individuelle et personnelle. Chacun adhère au parti. Moi, j'adhère au parti, l'autre adhère au parti. Et donc, on ne peut pas se regrouper et dire que tous, autant que nous sommes, nous démissionnons de tel parti et que nous rejoignons l'autre parti. Si de plus, ce sont des élus, c'est-à-dire que des conseillers qui disent qu'ils démissionnent, ça ne veut strictement rien dire. Parce que ce n'est pas en tant que conseillers là qu'ils ont été membres du parti, ils n'ont pas adhéré au parti en tant que conseillers. Ils sont venus, ils ont adhéré. Et c'est le parti qui a fait d'eux ce qu'ils sont là. Donc, pour moi, ce n'est que malheureusement encore, comment je vais dire, les derniers, je vais dire, soubresauts de la politique politicienne. On pourra encore assister à ça pendant un moment jusqu'à ce que les choses rentrent totalement dans l'ordre et que le système continuera de faire ses preuves. Merci à vous, Mohamed Liamidi. Nous n'allons pas terminer ces échanges sans aborder la CAN Maroc 2025. Quelle préparation pour les Guépas du Bénin. Julio Tometi, voilà, le Bénin qui se retrouve dans le groupe D avec ces clés de la RD Congo, le Sénégal et le Botswana. Quelle chance pour notre équipe. De manière générale, il faut dire que autant le Bénin que toutes les autres équipes participantes à cette CAN conservent toutes leurs chances. Parce que, en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'équipes indétrônables ou qu'il y a encore des équipes sur lesquelles tout le monde peut marcher. Et il nous a été donné de constater, en fait, qu'à chaque CAN, comme dans toutes les compétitions, des surprises arrivent. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur quoi il faut compter? C'est simplement qu'il faut compter sur la bonne préparation des nôtres, autant physique que mentale. Nous avons encore 10 mois, sinon 11 mois devant nous, c'est décembre 2025. Et nous connaissons déjà ceux qui sont nos adversaires de jeu direct, d'accord, pour passer le cap des poules. Et donc, nous saurons nous préparer. Le Sénégal n'est pas une équipe, nous avons déjà joué plusieurs fois avec le Sénégal. La RD Congo, c'est vrai, c'est une très bonne équipe actuellement, d'une certaine façon, à voir simplement leur parcours lors des éliminatoires de la CAN. Le Botswana, qu'on peut peut-être tenter de minimiser, il ne faudrait pas, parce que comme je disais tantôt, les surprises peuvent venir à tout moment. Donc l'essentiel pour nous, en fait, c'est une bonne et forte préparation, mais a priori, en fait, une bonne détection d'une certaine façon. Et nous voudrions, bien entendu, compter sur le leadership, la détermination de notre sélectionneur national à pouvoir accompagner, en fait, nos jeunes guépards pour que, en fait, comme nous avions en 2019, d'accord, que le Bénin puisse véritablement s'illustrer et nous rendre fiers. Mohamed Liamidi, quelle préparation pour les Guépards pour faire front à cet ténor? Bon, déjà, il faut remarquer que le niveau de la compétition a été relevé. Et donc, pour moi, toutes les équipes qui sont présentes ont leur place, ont bataillé dur pour être là. Et il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous demande même de citer un favori, vous allez en citer une dizaine. Parce que le niveau a été élevé, les équipes, beaucoup d'équipes se valent. Et donc, la compétition, peut-être, pour ne pas devancer les choses, va certainement encore nous réserver beaucoup de surprises. Et donc, pour le Bénin, le défi aujourd'hui, ce n'est plus passer l'étape de la phase de poule, c'est aller plus loin que la dernière fois. Et pour cela, il faut, comme l'a dit Julio, une préparation
convaincante, adéquate. Il faut sérieusement se préparer et que la détermination qui nous a amené à arriver à ce niveau aujourd'hui puisse nous amener à aller encore plus loin. Et donc, je sais que le gouvernement fera tout ce qui est en sa possibilité. Je compte sur la fédération aussi. Et donc, je voudrais pouvoir aussi compter sur le management du coach pour pouvoir faire le nécessaire avec les joueurs pour que nous puissions porter fièrement le drapeau béninois lors de cette compétition. Je note rapidement que la CAN se joue au Maroc. Le Maroc, que ce soit l'équipe ou que ce soit le pays, est porteur de chance pour nous parce qu'au plus haut niveau, en 2019, vous avez pu constater, et j'ai bon espoir, nous ferons encore l'exploit. Non pas forcément contre le Maroc, mais en termes marocaines. Nous restons alors optimistes, mesdames et messieurs. La question de l'idéologie sur la base des querelles d'idées entre le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et Richard Boni Orou était au cœur de nos échanges. Également la légitimité du système partisan face aux démissions. Nous en avons parlé sur ce plateau, sans oublier la CAN Maroc 2025. Quelle préparation pour notre départ. Les échanges se sont faits entre Mohamed Liamidi et Julio Tometti. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre débat. En attendant, retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin. Vous pouvez également télécharger notre application iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous pour vous.